Je suis rentré à la maison pour le nouvel an et j'ai trouvé mon père seul, mangeant un sandwich avec une note blessante. Nous avons utilisé ton argent pour aller à New York. Occupe-toi de lui. Je me suis promis qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. 3 jours plus tard, ils sont apparus désespérés à ma porte. Pour vous donner un peu de contexte, notre famille est brisée depuis des années. Quand j'avais 18 ans, mes parents ont divorcé. Mon père, aujourd'hui âgé de 68 ans, est resté dans la maison familiale. Ma mère, 65 ans, a emménagé dans l'appartement de mon frère aîné, Esteban, 38 ans, et de sa femme, Natalia, 36 ans, de l'autre côté de la ville. Moi, je me suis éloigné. Je suis parti étudier à l'université et je me suis installé dans une autre ville, travaillant dans la technologie. Malgré la distance, j'ai toujours gardé le contact avec papa, des appels vidéo, des visites tous les 3 mois, la routine habituelle. De leur côté, Esteban et Natalia ont toujours eu des problèmes financiers. Non pas par manque de travail, mais à cause de leur mode de vie. Ils s'endettaient constamment pour maintenir un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, vêtements de marque, voitures de luxe, vacances coûteuses, le tout acheté à crédit. Au cours des 10 dernières années, papa a été leur source constante de prêts. Au début, ils demandaient de petites sommes, quelques centaines de dollars pour des « urgences ». Mais avec le temps, ils ont commencé à demander des milliers et ne remboursaient jamais rien. En gros, ils vidaient ses ressources pour soutenir leur vie irresponsable. Je suis arrivé la veille du Nouvel An. La maison était plongée dans l'obscurité, pas de voiture dans l'allée, les lumières éteintes, les rideaux tirés. J'ai même douté d'être arrivé le bon jour. À l'intérieur, il faisait froid et silencieux. Seule une faible lueur dans la cuisine rompait l'obscurité. C'est là que j'ai trouvé papa, seul, en train de manger un sandwich sec avec un verre d'eau. Pas de dîner de fête, pas de décoration. Juste lui, dans une atmosphère glaciale. Le thermostat était réglé sur 14 degrés. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être sortis faire des courses de dernière minute, jusqu'à ce que je voie les notes collées sur le réfrigérateur. Ma mâchoire s'est crispée en les lisant. Nous avons utilisé ton argent pour New York. Occupe-toi de lui cette semaine. Juste comme ça. Ils avaient pris les 500 $ que j'avais moi-même virés sur le compte de papa, clairement étiquetés, dîner et cadeaux du Nouvel An, et les avaient dépensés pour un voyage improvisé à New York. Ils l'avaient laissé seul, sans nourriture à la maison, à l'exception de pain, de beurre de cacahuètes et de charcuterie périmée. Papa n'a pas beaucoup parlé. Il a juste hoché la tête quand je lui ai demandé s'il allait bien. Puis il s'est penché vers moi et m'a murmuré, « Ils vont le regretter ». Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la lucidité. Je n'ai pas réagi avec colère, du moins pas extérieurement. Je me suis contenté de lui préparer un repas chaud, de monter le chauffage et d'aménager sa chambre pendant que je commandais des provisions depuis mon téléphone. J'ai vu une alerte sur son application bancaire, fonds insuffisants pour le paiement automatique de l'hypothèque. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement une fête gâchée, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Je n'allais pas leur donner le spectacle qu'ils attendaient sûrement. J'ai planifié quelque chose de mieux. Pendant les 3 jours suivants, je me suis mis à enquêter. Pas au hasard, j'avais déjà des soupçons depuis un certain temps. Le printemps dernier, j'avais discrètement installé quelques caméras dans la maison en sécurité de base, connectées à mon téléphone. Papa était au courant, mais les autres non. Je l'avais fait après avoir remarqué que certains de ses objets personnels disparaissaient à chaque visite, sa montre de retraite, l'alliance de maman qu'il avait gardée, même ses médicaments sur ordonnance. J'ai examiné des relevés de compte oubliés dans des tiroirs, l'historique du Wi-Fi, des lettres accumulées. Chaque élément racontait une partie du puzzle, et tout pointait vers la même chose. Esteban et Natalia venaient toutes les quelques semaines de leur appartement, vidaient le réfrigérateur, utilisaient la machine à laver pour économiser sur leurs factures, et le compte bancaire de papa diminuait. Maman facilitait tout. Elle lui disait que c'était son devoir d'aider les jeunes, tout en lui prenant elle-même de l'argent de sa poche sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Je me suis souvenu de quelque chose lors de ma visite il y a 6 mois. Esteban était arrivé en se vantant d'une nouvelle Audi Q7. Il a dit qu'il avait eu une promotion. Papa a fait l'éloge de la voiture, et Esteban lui a lancé les clés, fait un tour, le vieux. Fais juste attention de ne pas la cabosser. Papa a refusé, disant que ses articulations lui faisaient mal. Cette nuit-là, je l'ai entendu parler au téléphone, se vantant d'avoir retiré 5 000 $ de plus du fonds de pension, le vieux ne l'a même pas remarqué.
Ce fonds était celui que papa avait épargné pendant des années, et Esteban, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à y accéder. Une autre fois, Natalia est venue avec sa fille de 17 ans, Clara, pour un dîner dominical. Papa avait cuisiné toute la journée. Natalia a regardé le rôti et l'a méprisé, ce n'est pas bio. Je vais commander. Elle a utilisé la carte de crédit de papa sans demander la permission. Quand il a doucement objecté, elle a répondu, c'est juste de l'argent. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais pour quelque chose d'important. Et ils ont mangé la nourriture livrée pendant que le rôti restait intact. Dans ma recherche, j'ai trouvé ce que j'attendais, et plus encore, une pile d'avis de paiement en retard cachés dans un tiroir, des relevés avec des frais à son nom dans des magasins d'électronique, des restaurants de luxe et des marques de vêtements où il n'avait jamais mis les pieds. Dans l'historique du navigateur, prêt d'urgence, hypothèques inversées. La maison elle-même était négligée, le filtre du chauffage non changé depuis plus d'1 an, les gouttières obstruées, la tondeuse à gazon dans le garage couverte de poussière. Esteban facturait $200 par mois pour l'entretien de la propriété, qu'il ne faisait jamais. Papa avait même manqué 2 rendez-vous chez le cardiologue, les quotes-parts étaient de $45, de l'argent qu'il n'avait clairement pas. Pendant ce temps, sur sa carte, apparaissait un débit de $1000 pour une séance photo pour les 16 ans de Clara. Quand j'ai mis tous les documents sur la table de la salle à manger, papa m'a observé sans surprise. Il a juste hoché la tête. Depuis quand ça dure, lui ai-je demandé. Des années, a-t-il répondu. Au début, c'était quelques dollars. Puis c'est devenu incontrôlable quand Esteban s'est marié. Ta mère m'a convaincu que c'était normal de les aider. Les aider à quoi, ai-je pensé, à payer leurs 4e vacances de l'année? Papa a haussé les épaules. Esteban a toujours une urgence. La voiture, une opération, une réparation à faire. Le mois dernier, c'était le fonds universitaire de Clara. Il disait qu'il devait réserver sa place à l'université de New York. Plus j'en apprenais, plus la rage montait, mais je l'ai gardé sous contrôle. J'ai été méthodique. J'ai fait des copies de tout, j'ai pris des photos, j'ai téléchargé les enregistrements. Au 3e jour, j'avais assez pour que n'importe quel avocat s'y intéresse sérieusement. J'ai examiné quelques enregistrements de Thanksgiving. On y voyait Esteban et Natalia arriver avec 2 heures de retard, rester juste le temps de manger, puis remplir plusieurs récipients avec les restes avant de partir. Selon papa, il lui avait dit qu'ils allaient retrouver des amis pour le dessert. Sur la caméra de la cuisine, on pouvait voir Natalia fouiller dans le carnet de chèques de papa pendant que maman le tenait occupé dans le salon. Nous venions de finir de déjeuner quand des coups insistants ont retenti à la porte. Des coups forts, mêlés de voix agitées, la plus reconnaissable étant celle d'Esteban. J'ai regardé la caméra de sécurité depuis mon téléphone. Ils étaient là tous les 4, Esteban, Natalia, maman et Clara, ma nièce, sur le porche, tous avec des valises. J'ai ouvert la porte et leur apparence était lamentable. Épuisés, des cernes marquées, bien loin de l'image élégante qu'ils affichaient habituellement. Ils parlaient tous en même temps, croisant phrases et explications. Natalia fut la première à s'approcher, un sac de créateur pendant à son bras un nouveau Gucci, de ceux qui avoisinent les $2800, assez curieux pour quelqu'un qui disait être sans le sou. Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle rapidement. C'était un malentendu. Nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement écarté pour qu'il puisse voir papa, tranquille sur le canapé, propre, chaudement vêtu, mangeant un ragoût chaud en regardant la télévision. Il ne les a même pas regardés. Le silence qui s'est installé pesait plus que n'importe quel mot. Clara a levé les yeux au ciel et s'est mise à texter, complètement étrangère au drame. Natalia a commencé une série d'excuses sur des vols chaotiques et des réservations d'hôtels annulés. Maman, derrière eux, n'arrêtait pas de jouer avec la lanière de son sac, évitant mon regard. On a besoin d'aide, a finalement dit Esteban, regardant sa montre comme s'il avait quelque chose d'urgent à faire. Il y a un problème avec nos comptes. Les cartes ne fonctionnent pas, on ne peut pas accéder à l'application de voyage. Il s'est avéré qu'ils avaient organisé ce voyage avec mon argent, brûlé leur carte de crédit, et maintenant leur loyer était sur le point d'être dû. Ils avaient besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils réglaient tout ça. Esteban parlait comme s'il s'agissait d'un petit problème que moi, en bon frère, je devais aider à résoudre. Notre immeuble a une grave infiltration, a ajouté Natalia en fronçant les sourcils. On doit rester ici une semaine ou 2.
J'ai remarqué que Clara portait des vêtements neufs, encore avec les étiquettes visibles sous le col. Vraiment des vacances difficiles, ai-je pensé. Je les ai laissés parler, vomir chaque problème, chaque malentendu, chaque excuse possible. Et puis je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit que les caméras de la maison fonctionnaient depuis mars, que j'avais des enregistrements de toutes leurs visites, de chaque fois qu'ils laissaient papa avec des restes froids tout en commandant de la nourriture chère depuis la voiture, de chaque fois qu'il fouillait dans ses médicaments à la recherche de calmants. J'ai tout, leur ai-je dit. Vidéo, audio, capture d'écran des discussions de groupe qui se synchronisent avec la tablette de la cuisine, celle que vous n'avez jamais su qu'elle enregistrait. Le visage d'Esteban est passé de l'arrogance au désespoir en quelques secondes. Le sourire fin de Natalia a disparu. Clara a enfin levé les yeux de son téléphone et maman est devenue blême. J'ai aussi des enregistrements de toi, ai-je dit en regardant Clara, en train de voler $80 dans le portefeuille de papa pendant qu'il dormait le jour de Thanksgiving, pour ces billets de concert dont tu avais besoin. Clara a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Puis elle a regardé ses parents comme si la faute leur revenait de l'avoir mise dans cette situation. Tu n'avais pas le droit de nous espionner, a lâché Esteban, plus furieux qu'effrayé. C'est illégal. Illégal, ai-je ri. C'est ce que dit quelqu'un qui a volé son propre père? Nous ne volions pas, est intervenue Natalia, sèchement. Nous empruntions. Y a-t-il une différence? Est-ce que papa savait que vous empruntiez quand vous avez falsifié sa signature sur les formulaires de prêt, ai-je demandé. Un silence glacial s'est installé. Maman a fait un pas en avant, essayant de jouer les médiatrices comme toujours. Je suis sûr que nous pouvons régler ça en famille. Ton frère a traversé beaucoup de stress. Ne le fais pas, les jeux interrompus. Tu es coupable aussi. J'ai des images de toi prenant de l'argent dans le portefeuille de papa pendant qu'il dormait. Alors Esteban s'est jeté sur moi, me prenant par la chemise. Sale petit saint. Je l'ai poussé avec force. Il a trébuché sur la table basse et a renversé une lampe. Ne me touche pas, ai-je dit d'une voix calme. Cela a semblé l'énerver plus que si j'avais crié. Natalia a commencé à crier que j'étais un ingrat, qu'il s'était occupé de papa pendant que je me consacrais à ma vie. Clara s'est également jointe au chaos, disant que je gâchais tout et que j'étais juste jaloux de leur voyage. Maman essayait de s'interposer entre nous, demandant le calme. Papa observait seulement, son expression un mystère. Dehors, ai-je finalement dit. Tous. Maintenant. Tu ne peux pas nous mettre à la porte de la maison de papa, s'est moqué Esteban. Ce n'est pas ta propriété. Ah non? J'ai sorti mon téléphone. Depuis ce matin, j'ai une procuration temporaire. Papa a signé les papiers il y a 2 semaines, au cas où cela arriverait. Tu mens, a dit Natalia, bien que sa voix tremblât. Je leur ai montré le document sur l'écran. La maison est hors de votre portée, les comptes sont gelés, et le SUV de luxe que vous utilisiez a été signalé comme volé ce matin. C'est notre voiture, a protesté Natalia. Vraiment? Elle est au nom de papa. Le titre de propriété, l'assurance, tout est enregistré avec ces informations. Et les paiements sortaient de son compte. Techniquement, c'est un vol de véhicule. Esteban a serré les poings, faisant un pas de plus vers moi. Ose, lui ai-je dit. Maman a éclaté en sanglots, suppliant que nous ne nous battions pas. Natalia a attrapé son sac et s'est préparée à partir. Clara a rangé son téléphone d'un coup sec, me foudroyant du regard. Esteban tremblait de rage jusqu'à ce que Natalia le tire par le bras. Ce n'est pas fini, a-t-il dit entre ses dents en sortant. En réalité, si, lui ai-je répondu en fermant la porte derrière eux. Je les ai observés par la fenêtre pendant qu'ils se disputaient sur le perron. Esteban gesticulait désespérément, montrant la maison. Natalia tapait sans arrêt sur son téléphone. Maman séchait ses larmes. Clara était déjà à mi-chemin de la rue, comme si elle ne voulait rien avoir à faire avec eux. Au bout de quelques minutes, un Uber s'est arrêté devant la maison et ils sont montés tous les 4. Quand ils se sont éloignés, je me suis tourné vers papa. Tu vas bien? Il a hoché lentement la tête, puis m'a surpris. Il y a autre chose que tu dois voir, a-t-il dit. Il s'est levé et m'a fait signe de le suivre. Non pas au sous-sol comme je le pensais, mais dans sa chambre. Il est allé jusqu'à l'armoire, a déplacé de vieilles boîtes et a révélé un petit coffre-fort que je n'avais jamais remarqué. Il a entré la combinaison avec une assurance totale,
l'a ouvert et en a sorti une vieille boîte en métal verte. J'attendais le bon moment, a-t-il dit en me l'attendant. Je pensais que j'allais mourir avant d'en avoir l'occasion. La boîte pesait plus qu'elle n'en avait l'air. Je l'ai portée jusqu'à la table de la salle à manger et l'ai ouverte avec précaution, ne sachant pas ce que j'allais y trouver. Il y avait des papiers, beaucoup de papiers. Des relevés bancaires, de vieux chèques, des lettres et une chronologie dactylographiée s'étalant sur près d'une décennie. Au début, je n'ai pas tout à fait compris, mais ensuite, quand j'ai commencé à remarquer le schéma, tout est devenu clair. Des retraits irréguliers, des documents falsifiés, des prêts au nom de mon père. Il vidait ses finances depuis des années, utilisant son numéro de sécurité sociale pour ouvrir des cartes de crédit, demandant des prêts rapides dont il n'a jamais su l'existence et dont il n'a jamais bénéficié. L'un des documents les plus alarmants montrait Esteban comme co-signataire d'une hypothèque inversée que mon père n'avait jamais approuvée. La signature du notaire était fausse, elle avait été faite par une amie de Natalia qui travaillait dans un magasin de services d'impression. Selon les documents préliminaires, si cette hypothèque s'était concrétisée, ils auraient reçu environ 175 000 $, laissant mon père pratiquement sans patrimoine sur sa propre maison. En examinant les relevés de compte, j'ai découvert un schéma évident, chaque fois que Natalia voulait une nouvelle voiture ou un sac de créateur, des retraits mystérieux apparaissaient sur les comptes de mon père. Et lorsque Clara avait besoin de vêtements coûteux ou du dernier téléphone, Esteban falsifiait sa signature pour demander des prêts. Le nom de ma mère figurait également encore et encore, signant comme témoin sur des documents que mon père n'avait jamais vus. L'une des preuves les plus accablantes était une police d'assurance vie qu'ils avaient contractée au nom de mon père il y a 2 ans. Esteban en était le seul bénéficiaire. La police incluait une clause de couverture en cas de mort accidentelle, mais excluait le suicide. Le paiement mensuel de 267 $ était automatiquement débité du compte courant de mon père. « Depuis quand gardes-tu tout ça ?» lui ai-je demandé, stupéfait, en examinant les documents. « 3 ans, a-t-il répondu d'une voix éteinte. Tout a empiré quand ta mère a emménagé avec eux. Elle venait ici, me distrayait, et pendant ce temps, ils examinaient mes papiers. C'est pour ça que j'ai commencé à tout photocopier. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ? Ai-je insisté, parcourant des relevés de compte avec des frais dans des restaurants exclusifs et des boutiques de luxe. Au début, j'avais honte, a-t-il admis. Je ne pouvais pas croire que mon propre fils me ferait ça. Puis j'ai eu peur. Esteban a toujours eu mauvais caractère. L'année dernière, après que j'ai commencé à lui virer de l'argent directement, il l'a utilisé pour payer un avocat. Mois après mois, il a élaboré sa stratégie, attendant un moment comme celui-ci. Il a toujours cru qu'il méritait plus que toi, a-t-il dit à voix basse. Même quand vous étiez enfant. Il ne faisait que prendre et ne rendait jamais rien. J'ai trouvé une note écrite par mon père, rangée entre les papiers. Il l'avait écrite après un incident particulièrement grave l'année précédente. Esteban était venu lui demander 10 000 $ pour réparer sa voiture. Quand mon père a hésité, Esteban a insinué qu'il développait peut-être une démence et qu'il serait préférable d'envisager une résidence avec surveillance médicale. « Papa, sérieusement ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» lui ai-je demandé à nouveau. « Ils m'ont menacé de couper tout contact », a-t-il expliqué avec tristesse. « Que je ne verrais plus Clara, qu'il ne m'appellerait plus. Je pensais que je pouvais régler ça seul. Je me suis trompé. » Un autre document a attiré mon attention, une procuration médicale au nom d'Esteban, datée d'accent grave peine 3 mois. La signature de mon père semblait tremblante, forcée. « Tu as signé ça ?» lui ai-je demandé en lui montrant le papier. Il a secoué la tête. Esteban l'a apporté un jour où j'avais la grippe. Il m'a dit que c'était de la paperasse pour l'assurance. J'ai refusé de signer. Il a dû falsifier ma signature après. Je l'ai ajouté à la pile croissante de preuves. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, ai-je demandé. Il a hésité un instant. Le mois dernier, Esteban a commencé à me poser beaucoup de questions sur mes médicaments. Ce que je prends, quand je le prends. Il a dit qu'il s'inquiétait des interactions. Un frisson m'a parcouru. Il fallait que nous agissions. Ce matin-là même, j'ai appelé l'avocate de mon père, une femme directe nommée Elena, spécialiste des cas d'abus envers les personnes âgées. Elle est arrivée en moins d'1 heure. Elle a tout examiné et a été claire, c'est un délit, a-t-elle dit en organisant les documents en pile ordonnée. Usurpation d'identité, fraude, exploitation financière d'une personne âgée. Nous parlons de charges pénales graves.
Elle nous a expliqué la procédure, d'abord, une plainte à la police, puis une ordonnance d'éloignement pour protéger mon père et les empêcher de s'approcher de la maison. En même temps, elle déposerait des accusations pénales et une plainte civile pour abus et restitution financière. Le processus pénal sera plus lent, mais avec ses preuves, je suis confiante, a-t-elle dit. Mener les deux affaires en parallèle nous donne la meilleure chance de récupérer ce qui a été volé. La plainte civile peut continuer même s'ils parviennent à un accord pénal. Combien de temps ça prendra, ai-je demandé. L'ordonnance de protection en 48 heures. Le gel des biens en environ une semaine si le juge accorde la demande d'urgence, et je pense qu'il le fera. Les accusations pénales dépendent du procureur, mais j'estime qu'en environ 30 jours. Le procès pourrait avoir lieu dans environ 6 mois, bien qu'avec ces preuves, ils accepteront probablement un accord. Mon père a signé tous les documents nécessaires avec fermeté. Je veux juste qu'il me rende ce qui est à moi. Elena a été claire, le vol de plus de 100 000 $ est considéré comme un crime grave de classe B. Le calcul préliminaire indiquait qu'ils avaient soustrait environ 215 000 $ au cours des 5 dernières années, incluant des retraits bancaires, des prêts et des cartes frauduleuses, la tentative d'hypothèque et l'appropriation d'un véhicule. Ce chiffre pouvait augmenter à mesure que l'audit judiciaire progresserait. Ce même après-midi, nous avons tout remis à la police. 2 jours plus tard, un juge a signé l'ordonnance d'éloignement, interdisant à Esteban, Natalia, ma mère et même Clara de s'approcher à moins de 150 mètres de mon père ou de son domicile. La réaction d'Esteban a été violente. Il a commencé à envoyer des messages menaçants, que nous avons immédiatement transmis à la police. Ma mère a appelé en pleurant, disant que nous détruisions la famille. Après le 3e appel, nous avons bloqué son numéro. Une semaine plus tard, comme Elena l'avait prévu, nous étions à l'audience civile pour demander le gel des biens et présenter la plainte pour abus. Le juge a examiné nos preuves et a accordé la mesure conservatoire, gelant leur compte pendant que l'enquête progressait. Tout cela s'est produit avant que les accusations pénales formelles ne soient présentées. En sortant du tribunal, Natalia nous attendait dans le couloir. Ses vêtements coûteux ne pouvaient cacher les cernes ni la tension sur son visage. En me voyant, elle a explosé. « Lâche » a-t-elle crié en me montrant du doigt. « Tu ruines nos vies pour rien. » Sa voix a retenti dans le couloir de marbre, attirant les regards. J'ai continué à marcher, mais elle m'a suivi d'un pas ferme. « Nous nous sommes occupés de lui pendant des années pendant que tu étais loin, » a-t-elle dit avec mépris. « Tu apparais à une seule fête et te voilà le fils parfait. » Je me suis arrêté. « Vous l'avez laissé seul avec un sandwich et une note. » Ce n'est pas à s'occuper. C'était juste de l'argent, a-t-elle crié. De l'argent stupide qu'il n'utilisait même pas. Il voulait juste nous aider. Un agent de sécurité s'est approché alors qu'elle élevait encore plus la voix. Tu te crois meilleur que nous, a-t-elle continué. Esteban a toujours dit que tu étais le petit chouchou, le préféré de papa. Eh bien, sache qu'il se plaignait de toi tout le temps, que tu ne lui rendais jamais visite, que tu l'avais abandonné. Le maquillage commençait à couler sur son visage déformé par la rage. Certains regardaient maintenant ouvertement. Tu es un misérable rancunier. Elle allait continuer, mais un officier du tribunal s'est interposé fermement. Vous devez baisser la voix ou quitter le bâtiment immédiatement. Natalia s'est tournée vers l'officier, furieuse. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il ruine nos vies. On ne peut même plus acheter à manger. Ce n'est pas mon problème, madame, a répondu l'agent avec froideur. C'est un tribunal. Natalia m'a lancé un regard plein de haine avant de cracher avec rage, ce n'est pas fini. Ces mots résonnaient comme un écho de ceux qu'avait prononcés Esteban quelques jours plus tôt. Puis elle est partie précipitamment, bousculant sans le vouloir une vieille dame qui avait à peine réussi à se tenir debout. Elena, qui avait tout observé depuis un coin, m'a mis une main sur l'épaule et a murmuré, c'est pour ça que nous avons obtenu l'ordonnance d'éloignement. Ils sont en train de s'effondrer. 2 semaines après le gel des biens, ma mère est apparue à l'improviste à la maison. Je préparais le déjeuner quand je l'ai vue par la fenêtre, debout sur le porche. Elle semblait plus fragile, plus vieillie que je ne me le rappelais. Malgré tout, j'ai ouvert la porte. Tu violes l'ordonnance de protection, lui ai-je dit immédiatement. Je sais, a-t-elle répondu d'une voix éteinte, mais il fallait que je te parle. S'il te plaît. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. 5 minutes, ai-je concédé. Elle a hoché la tête,
serrant son sac à main avec force. Je me souviens de quand tu étais enfant, toi et Esteban, jouant dans le jardin, construisant ces petites forteresses. Tu as toujours été si bon avec lui, prenant soin de ton grand frère, même quand il ne le méritait pas, je n'ai rien dit. C'était la même stratégie que toujours, recourir à la nostalgie pour manipuler. Ce n'est pas une mauvaise personne, a-t-elle continué. Il a fait des erreurs, comme tout le monde. Voler plus de 200 000 $ à papa n'est pas une erreur, ai-je répliqué froidement. C'est un crime. Elle a frémi mais a continué d'insister. Ce n'était pas comme ça. Il empruntait seulement. Tout est devenu incontrôlable. Esteban a toujours eu des problèmes avec l'argent, tu le sais. Il a besoin d'aide, pas de punition. Ce dont il a besoin, ce sont des conséquences, les jeux corrigés. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. C'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas impliquer la justice. Ton père n'aurait jamais voulu que cela devienne un processus légal. Il aimait Esteban. Il nous aimait tous. J'ai senti une vague de rage. Ne me dis pas ce que papa aurait voulu. Tu l'as abandonné. Tu es parti vivre avec Esteban et tu l'as aidé à le voler pendant des années. Je ne savais pas. Si, tu savais, les jeux interrompus. Nous avons des enregistrements de toi le distrayant pendant que Natalia fouillait dans son bureau. Nous avons aussi des documents avec ta signature, des documents que papa n'a jamais autorisés. Tu savais exactement ce qu'il faisait. Elle a commencé à pleurer, des larmes douces, calculées, les mêmes qui avaient fonctionné avec papa pendant des décennies. Je me suis trompé, je le sais. Mais s'il te plaît, ne pouvons-nous pas régler ça en famille? Retire les accusations. Nous rembourserons, je le promets. Avec quel argent? Avec les comptes que vous avez déjà vidés? Nous pouvons trouver une solution. Esteban pourrait tout perdre. Son travail, son avenir. Pense à Clara. Ce n'est qu'une enfant. Clara a 17 ans et elle était impliquée aussi, ai-je dit. J'ai des messages où elle se vante d'avoir pris de l'argent du trésor du grand-père. Il savait tout ce qu'il faisait. Les larmes de ma mère se sont évaporées d'un coup. Son visage s'est durci. Tu as toujours été aussi têtu que ton père. Le temps est écoulé, lui ai-je dit en fermant la porte. Il ne te pardonnera jamais pour ça, a-t-elle réussi à dire. Tu vas détruire ta propre famille. C'est ça que tu veux? Rester seul avec ce vieil homme amer? J'ai laissé échapper un rire sans joie. Mieux vaut seul avec lui qu'entouré de voleurs. J'ai fermé la porte pendant qu'elle continuait de protester et je l'ai observée par la fenêtre s'éloigner, sortant son téléphone, sûrement pour avertir Esteban qu'elle avait échoué. Je n'ai rien dit à papa de cette visite. Il en avait déjà assez sur les épaules. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En répondant, un homme s'est présenté comme étant Doug Reston, l'ancien patron d'Esteban chez Paramount Financial. Ancien patron, ai-je demandé, surpris. Esteban parlait toujours de son travail comme si c'était la base de tout son succès. Oui, a confirmé Doug. J'ai appris les accusations et, pour être honnête, ça ne me surprend pas. Doug a expliqué qu'Esteban avait été licencié 3 mois avant le voyage du Nouvel An pour avoir présenté de faux rapports de dépenses. Il demandait des remboursements pour des réunions inexistantes, des dîners personnels déguisés en repas d'affaires et des congrès auxquels il n'avait jamais assisté. L'entreprise avait préféré ne pas le dénoncer en échange de sa démission. Nous ne voulions pas de publicité, a ajouté Doug. Mais en voyant les nouvelles sur l'affaire d'abus financiers, j'ai pensé que je devais vous le dire. Ce n'est pas un fait isolé. Je lui ai demandé pourquoi il m'appelait, moi. Ton frère te mentionnait souvent, a dit Doug, toujours avec un certain ressentiment. Il disait que tu avais tout eu plus facilement. Quand j'ai vu ton nom dans les nouvelles, je me suis souvenu. Doug a proposé de nous fournir des documents sur le licenciement et les irrégularités. Cela pourrait renforcer l'affaire, a-t-il dit. Ça montre un schéma de conduite. J'ai remercié son aide et j'ai immédiatement appelé Elena. Elle a réagi avec enthousiasme. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Ça prouve que ce n'était pas une erreur ponctuelle, mais une conduite systématique. Je demanderai les registres formellement, mais le fait qu'il veuille collaborer facilite grandement les choses. Avec cette nouvelle information, beaucoup de choses commençaient à s'emboîter. Le désespoir d'Esteban et Natalia pour obtenir de l'argent de papa,
son absence de l'appartement, il devait probablement un loyer et l'insistance pour ce voyage à New York. Ils n'étaient pas seulement avides, ils étaient noyés sous les dettes. 3 semaines après la visite de maman, le parquet a déposé des accusations formelles. Esteban, Natalia et ma mère ont été accusés de plusieurs crimes, vol d'identité, falsification de documents, abus financiers envers une personne âgée et vol qualifié. Il leur a été ordonné de se rendre dans un délai de 48 heures. Natalia a été la première. Elle s'est rendue et a immédiatement payé sa caution. Ma mère a suivi, l'air abasourdi sur la photo de son arrestation. Esteban, en revanche, est apparu à la dernière minute, accompagné d'un avocat qui semblait facturer à la seconde. Je pensais que ce serait la dernière confrontation directe, que le processus légal suivrait son cours et que nous pourrions commencer à guérir. Je me suis trompé. Ce soir-là même, alors que nous dînions avec papa, une voiture s'est arrêtée brusquement sur le perron. J'ai immédiatement reconnu le son du moteur, l'Audi d'Esteban. Papa l'a entendu aussi. Il est resté la fourchette en l'air. Reste ici, lui ai-je dit en me levant. Je m'en occupe. Avant d'arriver à la porte, les coups ont commencé, fort, plein de rage, secouant le cadre. J'ai regardé par le Judas. Esteban était là, le visage défait, rouge. « Je sais que vous êtes là », criait-il. « Ouvrez cette porte. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Puis j'ai ouvert la porte, sans franchir le seuil. « Tu violes l'ordonnance d'éloignement », ai-je dit calmement. « Tu dois partir. »« Oh, ton ordonnance » a-t-il balbutié. Il était ivre. « Tu crois que tu peux ruiner ma vie, me faire arrêter et même monter ma fille contre moi. C'est toi qui as fait ça tout seul, ai-je répondu, en gardant un ton serein. Par avant que j'appelle la police. Il a poussé avec force, me faisant heurter le mur. Où est-il? Où est ce vieil ingrat? Papa est apparu sur le seuil de la salle à manger, droit malgré son âge. Esteban, tu dois partir, a-t-il dit fermement. Il s'est élancé vers lui. Je me suis interposé et il m'a poussé avec plus de force, j'ai failli tomber. Tu vas retirer les accusations, a-t-il ordonné en montrant papa du doigt. Appelle ton avocat, le procureur, dis-leur que c'était un malentendu. Papa n'a pas bronché. Il a juste dit un mot, mais je ne l'avais jamais entendu parler avec autant de fermeté, non. Le visage d'Esteban s'est déformé de rage. Il m'a attrapé par la chemise et m'a poussé violemment contre le mur. C'est de ta faute. C'est toi qui l'as monté contre moi. Mon père a réagi avec une rapidité que je ne lui connaissais pas. Il a saisi le bras d'Esteban et l'a écarté de moi avec une force inattendue. Ne touche plus jamais à mon fils. Esteban s'est retourné, surpris un instant. Il ne pouvait pas croire que notre père, à 68 ans, se soit interposé. Mais son visage s'est de nouveau durci. Il a poussé papa en arrière. Là, c'en était fini pour moi. Je me suis jeté sur Esteban et l'ai fait tomber. Nous sommes tombés au sol, heurtant une table d'appoint dans la lutte. Il était plus costaud, mais j'étais sobre, avec un seul but en tête, le tenir loin de papa. Dehors, une voix s'est fait entendre, tout va bien là-dedans. C'était notre voisin, un policier à la retraite qui avait encore ses routines de surveillance. Appelez le 911, lui ai-je crié. Esteban a essayé de se relever, mais il a alors compris que la situation lui avait échappé. Je l'ai immobilisé. Tu ne vas nulle part, lui ai-je dit. 5 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille sont arrivées, sirènes hurlantes. Les agents sont entrés, les mains sur leurs armes, évaluant rapidement la scène. Ils nous ont séparés, ont pris des déclarations et ont examiné la vidéo que j'avais enregistrée avec mon téléphone. Je leur ai expliqué qu'il avait violé une ordonnance de protection et nous avait agressés. Je leur ai montré le bleu qui se formait déjà sur mon bras. Ils l'ont menotté et l'ont emmené. En le faisant monter dans la voiture de patrouille, un des policiers s'est tourné vers moi. Nous aurons besoin que vous veniez tous les deux au poste pour un témoignage formel. Il est très probable que sa caution soit révoquée. J'ai hoché la tête et j'ai regardé papa, qui se tenait toujours sur le seuil de la porte. Il avait une petite coupure sur le front, là où il s'était cogné contre le mur, mais sinon, il semblait aller bien. Il ne montrait ni tristesse ni rage, seulement de la détermination, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un poids. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. « Je vais bien » a-t-il répondu. « C'est fini maintenant.
Le processus judiciaire a avancé avec la lenteur et la lourdeur habituelle de ces affaires. La quantité de preuves contre Esteban était accablante, et les nouvelles accusations d'agression et de désobéissance à l'ordonnance d'éloignement ont entraîné la révocation de sa caution. Il attendrait le procès depuis la prison du comté. La comptable judiciaire a terminé son rapport. Le montant total de l'argent volé s'élevait à 287 450 $. Cela incluait des frais de carte de crédit non autorisés, des retraits en espèces, des prêts frauduleux, une hypothèque inversée falsifiée, des achats de véhicules sans consentement et le vol direct de biens personnels. Des traces d'argent envoyées sur des comptes à l'étranger, où Esteban avait apparemment caché une partie des fonds, ont été trouvées. Ce n'étaient pas de grosses sommes, mais suffisantes pour prouver une intention préméditée. 2 mois après son arrestation, Esteban a accepté un accord avec le parquet, 3 ans de prison, 5 ans de liberté conditionnelle et une restitution totale. Maman a reçu 2 ans de liberté conditionnelle et des travaux d'intérêt général. Sa participation a été considérée comme moins active, bien que pertinente. Il lui a été ordonné de rembourser 42 000 $ du total volé. Natalia, quant à elle, a résisté plus longtemps aux accusations, mais a également fini par accepter un accord, 18 mois de prison et le remboursement de l'argent. Contrairement à Esteban, elle a été autorisée à rester libre jusqu'à la date de sa condamnation. Cependant, la veille de se rendre, elle a vendu les quelques biens que le tribunal n'avait pas gelés, a demandé le divorce à distance et a disparu en Floride avec un homme qu'elle avait rencontré sur Internet. Elle a abandonné Clara, sa fille, sans un regard en arrière. Un mandat d'arrêt a été émis, mais les autorités de Floride ont mis du temps à la localiser. Clara, âgée de 17 ans, n'a pas été poursuivie, bien qu'elle ait été au courant de ce qui se passait. Le procureur l'a considérée comme une mineure influencée par ses parents et non comme une complice active, même si nous savions tous qu'elle avait profité des bénéfices de la fraude. Une sanction mineure lui a été imposée, 200 heures de service communautaire et des cours d'éthique financière. Le procès civil que papa a intenté pour abus envers une personne âgée a été concluant. Le tribunal a ordonné une indemnisation pour les 287 450 $ volés, plus les intérêts et les dommages-intérêts punitifs, ce qui a porté le chiffre à 375 000 $. La vente des biens, la saisie des salaires futurs et des charges sur tous les actifs qu'ils pourraient acquérir ont été ordonnées. Il leur faudrait des décennies pour tout rembourser. 3 semaines après la fuite de Natalia, j'ai reçu un courriel d'une femme nommée Kendra, la sœur éloignée de Natalia. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois, au mariage. Elle m'a dit qu'elle avait vu les nouvelles sur la fuite de Natalia avant sa condamnation. Ça ne me surprend pas, a-t-elle écrit. Elle l'avait déjà fait auparavant. Ce même soir, je l'ai appelée, intriguée. Elle m'a raconté que Natalia avait un historique d'escroquerie financière depuis l'adolescence. À 20 ans, elle avait vidé les économies de retraite de ses parents. Elle leur avait demandé de l'inclure sur les comptes pour les aider avec la gestion. 6 mois plus tard, l'argent avait disparu, et elle aussi. Elle avait fait la même chose avec son premier mari, avant Esteban. Kendra ne lui parlait plus depuis des années, mais restait en contact avec des gens qui la connaissaient. L'une de ces personnes l'avait vue récemment à Naples, en Floride, partageant des photos de shopping et de plage sur un compte privé. « J'ai sa nouvelle adresse », m'a-t-elle dit. « C'est la bonne chose à faire de te la donner. » Kendra a expliqué qu'elle s'était toujours sentie coupable de ne pas avoir averti Esteban. Elle avait essayé de le faire à la fête de fiançailles, mais il avait pensé que c'était de la jalousie fraternelle. Après ça, elle s'était éloignée. Je l'ai remerciée pour l'information et l'ai envoyée à Elena. En quelques jours, elle avait coordonné avec les autorités de Floride. Le mandat d'arrêt a été mis à jour pour inclure la fuite pour éviter un procès. L'historique de Natalia a aidé à renforcer notre cas, démontrant un schéma de conduite. C'est crucial, a dit Elena. Ça prouve que ce n'était pas un incident isolé, mais un stratagème planifié. Si on la retrouve, ça influencera beaucoup la sentence. 3 semaines plus tard, Natalia a été arrêtée dans une boutique de luxe à Naples. Son nouveau petit ami ne savait rien de son casier judiciaire et s'est immédiatement éloigné en l'apprenant. Natalia a été extradée et a dû faire face à sa sentence initiale, en plus de nouvelles accusations pour évasion de la justice. Pendant tout ce processus, papa est resté serein. La rage que l'on attendrait ne s'est jamais manifestée. Il ne montrait qu'une résignation tranquille, une peine silencieuse pour ce qu'était devenu sa famille. 3 mois après ce nouvel an, nous étions assis sur le porche. Le quartier était calme.
Pas de voiture suspecte dans la rue, pas de sursaut quand quelqu'un frappait à la porte. Papa m'a tendu une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvaient les papiers de transfert de propriété, la maison, les investissements, tout. Il l'avait déjà enregistré au bureau du comté. Cette maison a failli être perdue 2 fois, a-t-il dit. Une fois par la banque, et une autre par mon propre fils. Ça n'arrivera plus. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin, qu'il me suffisait de savoir qu'il allait bien. Il a secoué la tête. Je vous ai observés tous les deux depuis l'enfance. Esteban demandait toujours. Toi, tu étais toujours là. Cette maison doit rester à quelqu'un qui comprend sa valeur. 9 mois ont passé depuis. Esteban est toujours dans une prison d'État. Maman est partie vivre avec sa sœur, repentie, oui, mais plus la bienvenue dans nos vies. Natalia purge sa peine, et le juge n'a pas été indulgent après sa tentative de fuite. Clara s'est beaucoup améliorée avec sa tante. Elle a enfin des règles et une structure, quelque chose que sa mère ne lui a jamais offert. Papa se reconstruit, petit à petit. Il a commencé à s'impliquer dans les activités du centre communautaire, il a même repris le jardinage qu'il aimait tant dans sa jeunesse. Il a rencontré une femme aimable avec qui il partage maintenant de longues promenades dans le parc et des après-midi café sans regarder l'heure. Son caractère est devenu plus calme, plus léger, comme s'il s'était enfin débarrassé d'un poids qu'il a porté pendant trop d'années. Moi, de mon côté, j'ai fait quelques ajustements dans ma vie. J'ai réduit mes voyages de travail, adaptant tout pour pouvoir être plus présent. Je passe plusieurs jours par semaine à la maison, veillant à ce qu'elle ne redevienne jamais un lieu de tension ou de danger. Papa insiste sur le fait que ce foyer a maintenant une autre signification, et il ne passe pas un seul jour sans me le rappeler. Parfois, lors des nuits les plus tranquilles, nous sortons les chaises sur le porche. Nous parlons peu, mais nous comprenons beaucoup. Il n'y a plus de cris, ni de menaces, ni de sursauts. Juste le silence serein de ceux qui ont survécu à une tempête familiale et ont appris à se reconstruire à partir des décombres. Parce que parfois, la justice n'arrive pas avec du bruit, mais avec la paix.